Bonjour et merci à tous pour votre présence à cet événement annuel que nous organisons avec la DGFiP ici présente depuis de nombreuses années. Vous êtes plus de 340 à avoir répondu favorablement à notre invitation et autour de la fiscalité locale. Et nos invités experts vont pouvoir, que je remercie encore pour une énième fois, nous éclairer sur cette taxe locale. Bien entendu, nous allons attendre personne, mais cette vidéo va être rediffusée par la suite pour ceux qui auraient manqué cette matinée. Donc tout d'abord, petit tour de table, car cette année, on a exceptionnellement 2 bureaux qui nous ont rejoints avec des sigles, des appellations obscures, GF3A et GF1B. Donc derrière ces sigles, il y a des missions et il y a des hommes et des femmes. Donc dites-nous qui vous êtes. Bonjour à tous, donc François Rollo, moi je suis adjoint à la chef du bureau du cadastre, donc le bureau du cadastre c'est le bureau GF3A, et donc en charge notamment de la mise à jour des évaluations des locaux, et derrière ça va permettre effectivement l'imposition notamment aux impôts directs locaux et notamment à la taxe foncière. Et donc je suis accompagné d'Anne-Laure. Alors bonjour, Anne-Laure Brouwer, je suis au bureau du cadastre également et je suis en charge de la division qui est maîtrise d'ouvrage des applications fiscales du monde du cadastre. Bonjour, Sonia Layet, donc le bureau GF1B, donc ce n'est pas du cadastre, c'est la maîtrise d'ouvrage informatique pour toute la fiscalité des particuliers. Et donc je suis plutôt particulièrement en charge sur le projet Gérer mes biens immobiliers sur la partie occupation et donc dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Donc moi j'accompagne Sonia, donc Émilie Nicolet, donc au bureau GF1B et je vais m'occuper plus particulièrement du projet Gérer mes biens immobiliers. Bon, je vais me présenter. Bonjour à tous. Bernard Guillou, responsable produit chez Cegid sur le produit Cegid OptiTax depuis 3 ans maintenant. Donc je connais parfaitement l'application pour avoir collaboré avec Henri pendant 17 ans. Et je suis donc en charge de tout ce qui est maintenance, mise à jour légale et fonctionnelle sur la solution Cegid OptiTax. Merci Bernard. Pour ma part, donc, je suis le fondateur d'OptiTax et après avoir rejoint Cegid pour permettre d'intégrer cette solution à leur propre solution, je suis redevenu prestataire de service pour faire du service et pour mieux servir la solution auprès de nos clients en tant qu'intégrateur. Donc notre équipe forme et assiste les utilisateurs et structure les données qui sont polyforme aujourd'hui en matière de fiscalité locale. Alors pour l'organisation et rentrer dans le vif du sujet, Claire est derrière les manettes quelque part et va donner les temps de parole aux uns et aux autres. Et si vous voulez poser des questions tout au long de cette matinée, de cette heure, puisque ça ne dure qu'1 heure, elle va les enregistrer pour qu'on puisse répondre avec notre panel d'experts à l'ensemble de vos questions. Alors, nous sommes en pleine saison fiscale, puisque tout le monde a reçu son avis d'imposition le 1er septembre. Donc on est en totale dématérialisation de la taxe foncière. Ça fait une quinzaine de jours. Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a des loupés, des réussites? Tout d'abord, la première réussite, c'est qu'avec cette dématérialisation, on sauve un peu nos forêts, quoi. Donc, que pouvez-vous nous dire sur cette saison fiscale? Alors, on ne sauve pas complètement nos forêts, puisque vous remarquerez qu'on continue à avoir une production des avis papier. Et on va l'avoir encore, en tout cas pour 2022. Mais effectivement, à terme, on devrait sauver presque la planète. Alors, effectivement, vous avez tous reçu vos avis, donc on peut dire que c'est une réussite. Grande nouveauté, on a une dématérialisation des avis de taxes foncières. C'était déjà le cas pour les entreprises qui dépendaient, qui relevaient de la direction des grandes entreprises, la DGE. C'est désormais vrai pour toutes les entreprises qui disposent de droits réels et qui sont les premiers redevables à la taxe foncière. Donc, lorsqu'on est dans ce cas-là, eh bien, on peut aller consulter son avis de façon dématérialisée dans son espace professionnel. Et ça, c'est la grande nouveauté
de 2021, une nouveauté qui était déjà prévue l'année dernière, qu'on avait annoncée, qu'on a réalisée. Donc c'est une très grande réussite. Alors effectivement, on va juste passer un petit peu plus vite sur la dématérialisation. Voilà. Effectivement, c'est ce que je vous disais. L'important, c'est que les entreprises qui ont des droits réels, ils sont premiers redevables. Ça veut donc dire que si on a une autre personne morale qui n'est pas premier redevable, elle ne le verra pas dans son espace professionnel. De même, si le premier redevable est un particulier, eh bien, l'entreprise ne le verra pas non plus dans son espace professionnel. Donc, c'est des cas qui sont expliqués et prévus dans les foires aux questions. Quand il y a des interrogations des usagers, il faut vraiment avoir le réflexe d'aller consulter les foires à questions qui sont mises à disposition et les notices qui sont vraiment d'une richesse, et ne pas hésiter non plus à nous faire remonter les interrogations pour qu'on puisse enrichir ces espaces d'échange presque interactifs, puisqu'effectivement on essaie de les mettre au goût du jour et d'intégrer les problématiques de chacun. Alors j'ai prévu juste une petite présentation sur comment est-ce qu'on fait pour accéder à ces avis, puisqu'effectivement pour pouvoir accéder aux avis, il faut avoir un espace professionnel sécurisé, donc il faut l'avoir créé si on ne l'a pas eu. Donc vous avez dû voir que sur vos avis de taxes foncières, il y a maintenant des identifiants de connexion qui sont votre SIRAN dans la plupart des cas. Petite particularité, lorsque vous n'avez pas d'autre obligation que la taxe foncière, ou lorsque nous n'avons pas réussi à vous identifier, on vous a mis à disposition un identifiant provisoire. Si vous disposez d'un SIRAN et que vous voyez sur votre avis un identifiant provisoire, il faut rapidement prendre contact avec nos services pour pouvoir régulariser la situation. Alors, petit bémol dans notre parfaite réussite, c'est que effectivement les titulaires d'un identifiant provisoire, cette année, ne peuvent pas accéder à leurs avis dématérialisés et n'ont que leur avis en format papier. Voilà. Et donc, vous créez votre espace. Une fois qu'il est créé, vous pouvez y accéder avec votre adresse électronique et votre mot de passe choisi lors de la création. Donc, alors pour ceux qui ont l'habitude, c'est quand même assez facile d'accès. Vous y trouvez vraiment un corpus de documents qui vous aident au quotidien dans votre gestion. Et puis, vous pouvez consulter vos avis en format PDF. Vous pouvez les télécharger, les imprimer. Si vous souhaitez avoir une version papier ou les transmettre par mail, vous pouvez également les payer. Et on a, on va dire, un espace assez convivial avec une série d'informations qui sont issues de vos avis, qui sont facilement consultables. Et la date limite de paiement, ça c'est le principal, c'est bien le 15 octobre 2021. Donc on vous attend tous pour être au rendez-vous de cette date. Juste une question. Oui. On parle de combien d'avis de redevables en France redevables de la taxe foncière? C'est 1 million, 2, 3 Alors François, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est 50 millions de locaux qui sont effectivement redevables de la taxe foncière. Et en nombre de propriétaires, je n'ai pas effectivement la. Alors on pourra vous communiquer ces éléments aussi. Alors on a dans nos applicatifs, on a 33 millions titulaires de droits réels, mais voilà, le nombre d'avis n'est pas forcément exact parce qu'on peut avoir plusieurs personnes propriétaires d'un même bien. Et voilà, ça vous donne l'ordre de grandeur. On est plutôt de l'ordre de 30 millions d'avis parce qu'on parle des locaux, mais on a aussi la partie non bâtie. Et donc là, les parcelles, François, tu me diras, 100 millions de parcelles. Hein, donc voilà. Donc en tout, on doit être aux alentours de 30 millions d'avis de taxes foncières chaque année. Merci. Je propose d'enchaîner effectivement sur les nouveautés en matière de fiscalité directe locale.
Je vais revenir sur l'un des points majeurs de la loi de finances de l'année dernière, qui est la baisse des impôts de production. Pour mémoire, donc 3 mesures qui rentrent en vigueur cette année. C'est d'une part la diminution de moitié de la base d'imposition et des cotisations en matière de cotisation de valeur sur la valeur ajoutée des entreprises, donc diminution de moitié des impositions en matière de CVAE. Pour les établissements industriels, c'est également une division par 2 de la valeur locative, qui se traduit par une division par 2 des cotisations en matière de taxes foncières et de cotisations foncières des entreprises, donc pour les établissements industriels qui sont évalués selon la méthode comptable. Et 3e mesure, c'est une diminution de 3 à 2% du taux de plafonnement de la CET. Ce qu'on appelle la CET, c'est la somme de la CFE, cotisation foncière des entreprises, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sur la CVAE. Donc ça, c'est 3 mesures majeures qui rentrent en vigueur cette année et qui se traduisent par une baisse massive de plus de 10 milliards d'euros des impôts de production dus donc par les entreprises. Première mesure. 2e mesure sur laquelle on souhaitait revenir, c'est dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation. Ça se traduit par une réforme de la fiscalité directe locale avec la suppression de ce qu'on appelle la part départementale sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est désormais affectée à l'ensemble du bloc communal et qui se traduit donc par des évolutions sur les exonérations. Il y avait une de vos interrogations d'ailleurs qui portait sur les exonérations sur les locaux autres que les locaux à usage d'habitation, où là, à compter de 2021, c'est une exonération de 40% de la base d'imposition qui s'applique sur les constructions nouvelles et qui s'applique donc sur 2 ans sur ces constructions nouvelles autres que les locaux à usage d'habitation. Il y a également des mesures spécifiques pour les locaux à usage d'habitation, mais qui concernent moins le public d'aujourd'hui. Autre mesure également, je souhaitais revenir sur deux mesures qui portent sur les révisions des valeurs locatives des locaux. La première, c'est sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Donc ça, c'est une mesure qui est rentrée en vigueur en 2017. Et la loi prévoit tous les 6 ans donc une révision, ce qu'on appelle la révision sexennale, où on remet à plat les paramètres collectifs, à savoir donc les secteurs d'évaluation, les tarifs d'évaluation qui s'appliquent à ces secteurs et les coefficients de localisation. Et tout ça pour tenir compte et être au plus près de l'évolution du marché locatif. Donc ça va se traduire donc par une refonte de ces secteurs et des tarifs d'évaluation avec une période qu'on appelle comitologie, où on va concerté avec les commissions locales pour redéfinir ces secteurs et ces tarifs. Donc c'est des travaux qui vont être engagés sur l'année 2022 et qui devraient être introduites ensuite dans les bases d'imposition 2023. Donc cette révision et cette actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels devraient entrer en vigueur en 2023. Donc ça pourra avoir des impacts, notamment sur les cotisations individuelles des redevables, des propriétaires, puisque là, encore une fois, l'objectif, c'est de coller au plus près à l'évolution du marché locatif. Et puis, dernière mesure, c'est la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation. Donc, une première étape devrait être engagée en 2023, qui va se traduire par ce qu'on appelle la collecte des loyers, puisque le dispositif sera similaire à celui de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. L'objectif, c'est de coller au plus près, là aussi, à l'évolution du marché locatif des locaux d'habitation. Et donc, première étape, une campagne de collecte des loyers, et qui se traduira par une remise d'un rapport au Parlement en 2024, puisqu'on va faire des simulations sur l'ensemble de la France pour déterminer les impacts, pour éventuellement ajuster la mesure, de manière, là aussi, à pouvoir rentrer dans une étape de comitologie avec les commissions locales, pour pouvoir déterminer les secteurs d'évaluation et les tarifs d'évaluation, avec pour objectif une intégration dans les bases d'imposition en 2026. Donc voilà le calendrier sur la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation. Et ça me permet aussi de faire la transition avec l'autre sujet du jour sur la présentation de gérer mes biens immobiliers, puisqu'on s'appuiera sur ce service-là, notamment pour la déclaration des loyers, pour pouvoir enchaîner et mettre en œuvre cette mesure.
Voilà sur les grands messages d'actualité en matière d'impôts directs locaux. C'est dense. C'est très très dense, mais ça recadre un peu ce contexte de la fiscalité locale qui bouge depuis pas mal d'années. Et côté Cégide, côté produit, vous êtes prêts ? Alors, il est vrai que le millésime 2021 du rôle de taxe foncière a pas mal évolué, donc ça n'a pas facilité la tâche, notamment pour le déploiement de la mise à jour. Voilà, il y a la suppression de la part départementale qui a été citée. Il y a eu aussi un formatage un petit peu différent, l'ajout de champs. Donc, on a dû prendre un peu de temps pour le faire. Et surtout, que cette disparition de la quote-part départementale, ça nous a obligés aussi à revoir nos calculs parce que les incidences sur, comme l'a dit M. Rollo, sur le calcul, donc le contrôle de la vie et les prévisionnels, puisque ça a un impact avec le dégrèvement. Voilà. Mais néanmoins, tout est opérationnel maintenant. Bah, parfait. Eh bien, écoutez, je vois que Claire nous a pas mis de questions qu'on pourrait vous poser sur le contexte. C'est une bonne chose parce que ça permet d'avancer. Ce que je vous propose, c'est que... Donc, je vous rappelle, vous pouvez utiliser le chat. C'est ce petit instrument, le clavier. Les questions vont arriver en régie et nous, on les collectera à la fin. Et en fonction du temps qui nous restera, on les posera à nos experts. Donc, comme il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on aborde le sujet révolutionnaire qui a été publié le 2 août. Vous l'avez un peu publié en catimini, c'est-à-dire ce service en plein été, et qui, comme le dit la presse récemment, est une révolution et un big bang autour de la fiscalité locale, autour de la transparence. Donc, je vous laisse la parole pour présenter ce nouveau service. Merci, quelle présentation. Elle reflète vraiment ce que nous, ce qu'on est fiers de vous présenter. C'est vrai que c'est un nouveau service dématérialisé. Alors effectivement, on l'a ouvert un peu en catimini le 2 août, parce que comme toute nouvelle grosse production, on voulait s'assurer que tout serait correct. Et puis on a commencé notre communication officielle le 23 août, qui marquait le début de la campagne des avis de taxes foncières, histoire d'avoir du sens et que effectivement tout le monde puisse s'en emparer. Mais plein de presse spécialisée avait déjà vu que c'était ouvert et donc c'est relayé de cette ouverture. Et avant même donc d'avoir l'ouverture officielle, le premier jour, on a eu 37 000 connexions à notre service Gérer mes biens immobiliers, donc ce qui était quand même un beau signe, comme quoi les gens s'y intéressent. Depuis, pour vous donner un ordre d'idée, alors avant que les avis de taxes foncières soient largement diffusés, on était à peu près à 150 000 connexions par semaine. Donc voilà, avec une augmentation au fil des semaines. Et puis, bon, alors là, c'est l'effet nouveauté, mais on va tout vous présenter avec Émilie. Vous saurez tout sur le service Gérer mes biens immobiliers. Et vous allez le voir, il y a plein d'étapes dans notre projet. Et donc, vous aurez l'occasion d'aller voir les nouveautés au fur et à mesure. Voilà. Donc, comme vous l'avez spécifié, donc, le service a ouvert sur impôts.gouv le 2 août 2021. Donc, ce service, en fait, il est accessible à la fois aux particuliers et aux personnes morales qui sont propriétaires de locaux. Donc, c'est une offre de service de consultation, donc, qui peut avoir en fait une vision. Chaque propriétaire, en fait, a une vision de tous les biens immobiliers qu'il possède. Donc, avec ses caractéristiques, à savoir son adresse, l'adresse du bien, la surface, l'étage, le nombre de pièces. Donc, ce qui permet vraiment qu'il ait la vision de son patrimoine. Donc ça, c'est pour l'ouverture qui a eu lieu le 2 août 2021. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, à l'automne 2022, donc bientôt, d'ici une petite année, les propriétaires ont la possibilité, en fait, de dématérialiser leurs déclarations foncières des propriétés bâties et les déclarations relatives aux taxes d'urbanisme. Donc, tout ça... Aujourd'hui, en fait, ils remplissent des documents papier, qui s'appellent des déclarations H1 ou H2, sous le contrôle de mes collègues. et ils auront la possibilité, en fait, de le faire directement en ligne. Donc, ça sera plus simple en gestion à la fois pour eux et pour les services de la DGFiP. Et dernier grand moment,
qui sera pour nous, du côté GMBI, le moment le plus important, donc début 2023, la dématérialisation en fait, des déclarations d'occupation, c'est-à-dire que les propriétaires vont déclarer leurs locataires, savoir s'ils sont propriétaires occupants ou si le bien est loué. Et ils mettront aussi, ils devront même, c'est une obligation, déclarer les loyers qu'ils perçoivent pour ces locaux. Voilà, donc ça c'est vraiment un service qui est en 3 temps. Donc là, pour l'instant, vous avez vu que la consultation, mais il y a énormément de choses qui arrivent derrière. Et voilà, c'est vraiment 3 étapes en fait. C'est une offre qui va être évolutive et qui a été adaptée à la fois pour les agents de la DGFiP, mais aussi pour les usagers. Donc tout d'abord, comme je vous ai dit, première étape, consultation. On voit toutes les informations foncières détenues par la DGFiP et ça permet à l'usager de se faire à l'outil, à GMBI. Ensuite, la deuxième démarche, ça sera pour un public ciblé, avec la dématérialisation des déclarations foncières et la liquidation des taxes d'urbanisme. Et enfin, le grand moment, la généralisation pour tout le monde de la déclaration d'occupation et de la collecte des loyers pour les bailleurs. Donc cette interface, elle a été conçue donc en interne à la DGFiP, mais elle est éprouvée avec des ateliers utilisateurs. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça tout seul dans notre coin. On a des agents, on a des personnes qui viennent et qui voient si ça correspond aux besoins. Donc on espère en fait que ça correspondra aux besoins de tous nos usagers. Donc, oui, vous voulez... Juste une petite question à l'automne 2022, vous parliez des déclarations modèle H2, H1 pour les privés, mais en fait, le panel des plus de 350 personnes qui sont inscrites, c'est des bailleurs sociaux, des professions type grande distribution, des grands propriétaires terriens. Est-ce que on vous mettrait en place également à l'automne 2022 les déclarations ex-modèle CBD, les déclarations fiscales commerciales ou pas du tout? C'est prévu? Il est prévu effectivement non seulement d'embarquer les déclarations foncières qui portent sur les locaux d'habitation, mais également les déclarations sur les locaux professionnels, donc on appelle effectivement les déclarations 6660. Donc ça sera embarqué effectivement dans l'offre de téléprocédure. En revanche, pour les déclarations spécifiques aux établissements industriels, ça ne fera pas partie effectivement du package de l'automne 2022. Merci. Merci de cette précision. Alors, si vous voulez, je vais vous présenter un peu plus l'outil, ce qui existe aujourd'hui, pour que vous compreniez à la fois la démarche, parce que sur la slide précédente, il était indiqué un score RGA 100%. Donc, ça fait partie aussi des points sur lesquels on est un peu fiers parce que c'est un service en ligne qui est accessible à tous et qui a été audité plusieurs fois. Donc, ça veut dire qu'on a respecté les critères d'accessibilité et que ça répond aussi aux attentes de tous nos usagers parce que c'est un service tout dématérialisé, mais il faut que ça reste simple parce qu'on a encore beaucoup de personnes qui sont attachées à leurs papiers. D'ailleurs, nous encore, on a un petit peu triché, on a encore un petit peu des papiers pour s'aider. On a de notes, oui. Mais voilà, la démarche, c'est de faire de simplifier le parcours de l'usager. Donc là, à terme, les déclarations foncières qui sont un peu ardues, puisqu'on les fait parfois 1 fois, 2 fois dans sa vie, si on dépose des déclarations d'urbanisme. Et puis après, la situation d'occupation, la collecte des loyers, c'est vrai que ce sont des nouvelles obligations déclaratives. Donc voilà, on est dans une démarche de simplicité. Donc, pour accéder à ce service, il faut disposer d'un espace personnel sur impôts.gouv. Donc, en tant que particulier, on y a accès quand on veut déclarer ses impôts sur le revenu. C'est quand même la démarche la plus fréquente qu'on réalise. Mais pour nos usagers professionnels, eux, ils vont aussi avoir accès là où d'habitude ils déclarent la TVA, etc. Donc là, dans les items,
Si on peut regarder la slide suivante sur les professionnels, voilà, vous avez, dans toutes les démarches, vous avez un item supplémentaire, gérer mes biens immobiliers, donc c'est le nom du service. Et une fois que votre accès, il s'est fait différencier selon si vous étiez professionnel ou particulier, après, vous allez avoir exactement la même interface. La seule chose qui va se différencier, c'est le fond qui sera bleu pour les particuliers et bordeaux pour les professionnels. Mais vous allez accéder exactement à la même chose. Donc, on va accéder à ce qu'on appelle un tableau de bord. Oui. Je me permets de vous interrompre. Effectivement, j'ai été amené à me connecter avec des contribuables sur votre site pour regarder, puisque effectivement, il y a eu un peu d'informations. Et j'ai pu constater que certains des contribuables aujourd'hui n'ont pas le petit accéder à mes biens en bas sur la slide précédente que l'on a vue. Oui. Donc, voilà, se pose la question pourquoi certains l'ont et d'autres ne l'ont pas. Je profite parce que... oui, vous avez raison. Je pense que les gens qui ont vu votre slide se disent « mais c'est bizarre, moi je ne l'ai pas ». D'accord. Alors c'est vrai, vous avez raison. Pour les particuliers, on n'a aucune démarche à faire. Tout de suite, on peut avoir accès au service gérer mes biens immobiliers. On a un petit onglet supplémentaire sur la page d'accueil. Pour les professionnels, c'est vrai que le fonctionnement est plus ancien, les modalités d'accès sont un peu différentes. En fait, sur l'espace professionnel, il faut adhérer à un service. Donc, une fois que vous avez votre espace professionnel de créer, vous adhérez au service. Donc, typiquement, vous avez adhéré au service déclarer la TVA, etc. Et là, vous devez adhérer au service gérer mes biens immobiliers. Et une fois que vous avez adhéré, vous aurez la vision complète du patrimoine immobilier bâti. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas vraiment insisté là-dessus, on a parlé de bâti, non bâti. Dans gérer mes biens immobiliers, ce ne sont que les locaux que vous verrez apparaître. Si vous êtes propriétaire de parcelles, pour l'instant, ce n'est pas visible. Donc oui, vous avez raison, il y a une petite démarche supplémentaire à faire, mais une fois que vous avez adhéré, vous avez automatiquement accès au service. Très bien, merci pour ces précisions. Oui, vous avez raison. Et donc, ça y est, vous avez souscrit au nouveau service gérer mes biens immobiliers et là, vous accédez à ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc, ce tableau de bord, il vous présente sous forme de box les biens bâtis dont vous êtes propriétaire. Donc, c'est une iconographie assez simple. Il n'y a que quelques renseignements qui sont l'adresse, parce que ça reste le moyen le plus facile et le plus discriminant de retrouver vos biens, et une indication de surface et de nombre de pièces. Alors, je ne sais pas si je réponds tout de suite à la question que je sens sous-jacente. Dans le descriptif du bien, vous allez voir sur cette première page, on a le nombre de pièces. Et on a des usagers qui nous disent oh, « mais moi, j'ai pas un 6 pièces, j'ai qu'un T2 ou un T3, pourquoi ?» Alors voilà, il faut se remettre dans le contexte. Là, on est le contexte de la DGFiP, de la fiscalité. On n'a pas les mêmes termes que les agences immobilières. Au sens fiscal, on va compter le couloir, le dégagement, le palier, la cuisine, etc. Ce qui fait que ça explique pourquoi le nombre de pièces n'est pas forcément celui auquel on est habitué au quotidien. Et puis sur la surface, certains ont eu de la surprise en regardant, en disant oh, 120 mètres carrés, mais ma maison, je ne savais pas que j'avais 120 mètres carrés. Alors là aussi, il y a une petite subtilité. Ça vient du fait que sur cette première page, on va pour l'instant agréger la surface de votre bien principal et puis aussi si vous avez une cave, un garage, et donc ça donne une impression de logement très très grand. Rassurez-vous, ce n'est pas ce qui sert directement à votre base d'imposition pour la taxe foncière et la taxe d'habitation. Vous avez le détail sur la slide descriptive du bien. Voilà. Pour
pour approfondir ce que vous dites, pour mettre également connecté et aller regarder un petit peu, il y a des explications, il y a des petits tooltips qui sont précisés, voilà, pour préciser ce que vous disiez. Donc l'information se figure quand même sur le site pour expliquer les écarts et expliquer ce que vous affichez comme données. Oui, mais voilà, comme c'est un nouveau service, c'est vrai que on travaille à rendre encore plus compréhensible d'un seul coup d'œil à nos usagers qui pourraient encore se poser la question, car je vois que vous êtes modèle et que vous allez cliquer sur les petits points d'interrogation. Oui. Mais il arrive que non, certains usagers s'inquiètent et donc ne cliquent pas sur ce fameux petit point d'interrogation. Donc vous avez vu le descriptif. Ça donne aussi la façon dont vous êtes titulaire de droit réel sur le bien. Si avec Émilie on est indivision, on aura toutes les deux la vision de notre bien en indivision et on verra chacune le même descriptif. Et puis après, par la suite, quand on viendra aux démarches, on pourra l'une et l'autre faire la démarche qui nous est demandée. La déclaration de foncière ou les déclarations d'occupation et de collecte des loyers. Alors, voilà, super. Sur l'interface dédiée aux propriétaires de plus de 200 biens, vous avez vu que cette présentation par box, elle est très ergonomique, elle est agréable quand on est propriétaire d'un bien, 6 biens, une dizaine de biens. Au-delà de 200 biens, c'est ingérable. On ne va pas passer 25 pages pour arriver, même si on a des moteurs de recherche qui permettent d'aider. On a développé une interface dédiée qu'on a appelée Grand Compte, qui est en fait pour tous ces propriétaires de plus de 100 biens, donc typiquement tous les professionnels avec lesquels vous travaillez. On pourra de la même façon avoir la liste de tous les biens. Donc on aura des filtres par département ou par commune. Et puis si je veux effectivement aller consulter le bien, je ne sais pas, les locaux situés à la Défense, et bien du coup je peux taper ce qu'on appelle le numéro fiscal du local. Appelé parfois en interne l'invariant du local. C'est vrai qu'on a généralisé le terme numéro fiscal parce que vous, en tant que professionnel, vous avez parfois l'habitude, mais le grand public, un invariant ne sait pas ce que c'est. En revanche, on sait qu'on a un numéro fiscal pour les personnes, mais on a un numéro fiscal pour le local. Donc, pour les professionnels, ils peuvent télécharger l'ensemble des biens dont ils sont propriétaires, donc ils les filtreront ou pas par direction, et ils vont retrouver exactement les mêmes informations, le même descriptif que vous aviez dans la petite box qu'on a présentée jusqu'auparavant. Ce qui veut dire que voilà, aujourd'hui on est en consultation, donc ils peuvent récupérer toute la liste de leurs biens. Et puis à partir de l'année prochaine, quand on commencera les démarches, eh bien on fera, selon la terminologie préférée de nos informaticiens, du download et du upload. Donc vous téléchargerez vos biens, vous compléterez les renseignements qui vous sont demandés et après vous remettrez sur le site le fichier téléchargé et charge au service de la DGFiP d'intégrer ce que vous avez déclaré et après d'utiliser tout ce que vous avez déclaré. Voilà, sur la présentation du service en lui-même, je ne sais pas si vous avez encore des questions peut-être sur le service en lui-même ou à ce stade Non, je pense qu'on verra plus en détail les questions vraiment précises. D'accord. À la fin. Du coup, voilà, je vous ai présenté particulièrement ce que vous pouvez voir aujourd'hui, mais vous l'avez compris, hein, c'est un projet en plusieurs étapes. Donc, en ce qui concerne les prochaines étapes, donc déjà, en fait, c'est une démarche qui est associée entre la DGFiP et les utilisateurs pour tout ce qui est nouveau parcours déclaratif. Comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas ça tout seul dans notre coin. Il faut que ça soit pratique
il faut que ça soit facile, il faut que ça soit ergonomique. Donc, on essaye en fait de se mettre à la place de l'usager avec des utilisateurs internes à la DGFiP, mais qui vont utiliser le service presque tous les jours. Donc ça, c'est notre première étape. Donc ensuite... La deuxième étape, quand elle va se mettre en place, on va continuer d'accompagner nos utilisateurs, nos usagers. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, on a une petite vidéo d'accompagnement, tutoriel, etc. À chaque nouvelle étape, donc là, forcément, la vidéo, elle est très généraliste, mais l'année prochaine, quand les déclarations foncières que mène le bureau GF3A, le bureau cadastre, on va avoir aussi toutes des explications pour aider à réaliser ces démarches en ligne, et puis ainsi de suite à chaque étape. Il va y avoir aussi toute une formation auprès des agents de la DGFiP en interne pour qu'ils puissent en fait suivre l'évolution de ce service, qu'ils puissent aider les usagers, parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne pourront pas déclarer en ligne, qui ne pourront pas faire les démarches, qui ne sont pas forcément connectés, et il faut que nos agents puissent y répondre le plus facilement possible et qu'ils aient été formés pour ça. Donc voilà. Et pour compléter, avant qu'on passe à l'étape 4 que François va nous détailler, on a aussi nos plateaux d'assistance pour les professionnels qui sont formés au fur et à mesure des étapes pour accompagner les bailleurs sociaux, etc. Si on parlait tout à l'heure de difficultés d'accès, j'ai pas l'item, gérer mes biens immobiliers. Les plateaux d'assistance savent pourquoi et vont pouvoir aider nos professionnels dès qu'ils ont un questionnement. D'accord. Mais moi, j'ai juste une petite question là qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est qu'à partir du moment où on regarde ce service, c'est vrai, vous l'avez précisé tout à l'heure, on se pose des questions sur les surfaces. On a l'impression que c'est déconnecté de la réalité. Mais pourquoi se considérer les surfaces alors que d'ici 2-3 ans, on va considérer uniquement le loyer? Pourquoi vous faites apparaître les surfaces alors que si j'ai bien compris, en 2023-2024, ce sont les loyers principaux qui vont déterminer en fait les valeurs locatives des particuliers? Alors les loyers vont permettre de déterminer ce qu'on appelle les secteurs d'évaluation et les tarifs. Mais en revanche, comme pour les locaux professionnels, le tarif d'évaluation va s'appliquer à la surface. Donc on va faire la surface du local fois le tarif pour déterminer la valeur locative cadastrale. Donc la notion de surface va rester un élément majeur du calcul et la liquidation des taxes foncières. D'accord. Donc vous allez avoir les mêmes questions en permanence auprès de vos services pour déterminer la surface. Est-ce que c'est de la loi Carrez? Est-ce que c'est de la loi... c'est le problème que vous allez avoir comme pour les locaux commerciaux, quoi. Parce qu'il n'est pas prévu effectivement de modifier les modalités de calcul de la surface du local pour déterminer effectivement le montant de la valeur locative. Et puis d'un côté tout à fait pratico-pratique, la surface c'est souvent un moyen de reconnaître le bien qu'on recherche, parce que si vous êtes propriétaire de plusieurs locaux, parfois vous cherchez plutôt l'appartement de 45 mètres carrés ou le 4 pièces de 100 mètres carrés. C'est aussi un petit moyen qui aide. Alors, vous qui traitez en masse, voilà. Ça vous paraît anecdotique, mais pour autant, j'allais dire un petit propriétaire, pour lui, c'est une aide aussi. Oui, je comprends. Mais c'est vrai qu'on a affaire à des fortes volumétries et donc les surfaces, c'est pas forcément révélateur. Ça va être plutôt l'adresse, ça va être plutôt la commune, etc. en priorité. Donc la quatrième étape, effectivement, et on l'a déjà évoqué, donc c'est automne 2022, l'ouverture de l'offre de téléprocédure pour les télédéclarations foncières, donc pour les locaux d'habitation, les locaux professionnels. Et puis on en profite également pour réformer les modalités de liquidation des taxes d'urbanisme. Aujourd'hui, je prends quelques minutes pour expliquer un petit peu le contexte. Aujourd'hui, les taxes d'urbanisme sont liquidées par les directions départementales des territoires et de la mer, donc qui sont des services qui dépendent du ministère de la Transition écologique.
Donc le principe, c'est lorsque je dépose aujourd'hui mon autorisation d'urbanisme, à l'appui de cette autorisation, je déclare les éléments de liquidation de la taxe d'urbanisme. Et puis ensuite, il y a les services, donc les directions départementales des territoires et de la mer qui calculent, qui liquident le montant de la taxe. Et je reçois chez moi, après que ces opérations aient été effectuées, un titre de perception et je paie la taxe d'urbanisme à l'appui de ce titre de perception. Demain, on modifie ce schéma-là, puisque là où aujourd'hui les éléments de liquidation étaient déclarés au moment du dépôt de l'autorisation d'urbanisme, je décale cette obligation déclarative, et donc l'exigibilité des taxes, au moment de l'achèvement de l'immeuble. Donc, je devrais déclarer en même temps que ma déclaration foncière les éléments de liquidation des taxes d'urbanisme. Donc, dans les 90 jours de l'achèvement de l'immeuble, je déclarerai auprès de la DGFiP et non plus auprès des directions départementales des territoires et de la mer, je déclarerai les éléments de liquidation des taxes d'urbanisme. Et ces éléments-là seront donc télédéclarés et intégrés automatiquement dans notre système d'information. Et donc notre système d'information liquidera et calculera lui-même le montant des taxes. Et je continuerai de recevoir chez moi un titre de perception pour payer les taxes d'urbanisme, que je sois un particulier ou un professionnel. Et donc pour informer l'usager de ses obligations déclaratives en matière de déclaration foncière ou de taxe d'urbanisme, on met en place un dispositif d'information et de relance par courriel. On va récupérer, nous, les autorisations d'urbanisme, qui sera le point de départ de cette surveillance. Et on demandera à l'usager de nous déclarer la déclaration d'achèvement qu'il envisage, la date d'achèvement prévisionnelle. Et à partir de cette date d'achèvement prévisionnelle, c'est là où on enverra des relances et des courriels d'information à l'usager pour lui demander de déclarer ces éléments au moment de l'achèvement du local. Donc voilà sur cette réforme un petit peu majeure sur la liquidation des taxes d'urbanisme, et c'est un dispositif qui rentre en vigueur là aussi à l'automne 2022 et qui s'appliquera donc pour toutes les autorisations d'urbanisme déposées à compter logiquement du 1er septembre 2022. Ça reste une date qui n'est pas figée dans la loi et qui nécessite la publication d'un décret qui, courant 2022, on figera effectivement cette date de transfert, mais qui devrait avoir lieu au 1er septembre 2022. On aura l'occasion de revenir beaucoup plus précisément sur cette réforme un petit peu majeure de la liquidation des taxes d'urbanisme dans les prochains mois, prochaines semaines. Merci. Vous n'avez pas une question, une taxe à nous préciser? Parce qu'en fait, quand on fait une déclaration de travaux, un permis de construire, c'est pas vous qui instruisez, c'est ça? Mais donc, effectivement, l'instruction de l'autorisation d'urbanisme, elle reste au niveau ce qu'on appelle les services instructeurs, donc les collectivités locales ou les DDT. Donc cette instruction-là de l'autorisation d'urbanisme, elle n'est pas de la compétence, elle ne rentre pas dans la compétence de la DGFiP, c'est simplement la partie liquidation des taxes d'urbanisme. Et quand on parle de taxe d'urbanisme, c'est en fait derrière la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive. C'est ces deux types de taxes dont la liquidation est en fait transférée des directions départementales des territoires et de la mer à la DGFiP en septembre 2022. Très bien. Et parce qu'on a gardé le meilleur pour la fin, dernière étape. Oui, j'aime beaucoup me lancer des fleurs. Donc ça sera l'ouverture en fait, une des dernières ouvertures de GRB Bien Immobilier, sur le service de déclaration en fait d'occupation et des loyers. Donc c'est prévu pour le 1er janvier 2023. Donc ça sera vraiment l'apothéose du service. Alors je me permets de compléter, puisqu'effectivement on parle de la déclaration des loyers donc déposés par les bailleurs, et là ça vient alimenter ce que j'évoquais tout à l'heure, la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, puisque c'est à partir de ces loyers collectés que derrière on va déterminer les secteurs et les tarifs d'évaluation dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation. Alors pourquoi une démarche avec deux obligations déclaratives? Mais c'est parce que quand on déclare l'occupation, alors si on est propriétaire occupant, on n'aura pas de loyer à déclarer. En revanche, dès que vous allez déclarer un tiers qui occupe le bien, si c'est à titre gratuit, le loyer sera de 0. Mais si vous êtes bailleur, vous allez effectivement avoir
un loyer à déclarer, et plutôt que de faire deux déclarations, deux démarches à part, ça avait du sens de tout regrouper, même si voilà, c'est bien deux optiques différentes. Il y a la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation à terme, et puis de façon immédiate la situation d'occupation, puisqu'on le disait tout à l'heure, on est dans un contexte de réforme de fiscalité directe locale. On a la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. En revanche, sont maintenues la taxe sur les résidences secondaires et sur tout ce qui est logement vacant. À partir du moment où la collectivité a délibéré pour instituer cette taxe d'habitation sur les logements vacants, ou si vous êtes dans les zones tendues, vous avez la taxe sur les locaux vacants. Et dans ces cas-là, voilà. Donc nous, on va récupérer l'information que le propriétaire nous a déclarée en disant, l'exemple favori, j'habite aux 2 rue des Fleurs. S'il a déclaré son impôt sur le revenu aux 2 rue des Fleurs, il est effectivement en résidence principale, donc il n'aura pas de taxe. En revanche, si sa résidence principale, c'est au 15 rue des Bateaux, le 2 rue des Fleurs est sa résidence secondaire, et donc là, il sera toujours imposé à la taxe d'habitation. Donc, encore une fois, pour nos bailleurs avec des forts volumes, on ne partira pas de rien. Ils n'auront pas, en janvier 2023, à redéclarer tout ce qu'ils ont fait dans le cadre notamment des partenariats qu'on a déjà entre la DGFiP et les bailleurs sociaux, en tout cas. On préaffichera à notre propriétaire tout ce qui sera issu de ce qu'on connaît de la taxation 2022. Et donc, le propriétaire aura à compléter, corriger, modifier, parce que l'occupant sera parti entre-temps. Donc voilà. Donc ce sera pour le 1er janvier 2023. Allez, peut-être le 2, mais, mais voilà, l'obligation déclarative, c'est pour le 1er janvier 2023, avec une latitude jusqu'au 1er juillet 2023 pour répondre à ces obligations déclaratives. Ce sur quoi on n'est peut-être pas, on n'a pas insisté, c'est que c'est un service qui est ouvert tout le temps. Il n'y a pas des périodes d'interruption. Le propriétaire, que ce soit sa démarche de déclaration foncière ou de déclaration occupation loyer, je raccourcis son nom pour faire plus court, il peut venir le faire n'importe quand, à partir du moment où il respecte les délais qui lui sont imposés. Très bien. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait vous dire, nous, de notre côté, maintenant. C'est dense, hein. Il y a de l'information. Heureusement qu'on va pouvoir utiliser le replay. Mais je me pose une question, j'attends pas de réponse. Parce que c'est politique, donc c'est pas l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. Mais il y avait des chiffres qui circulent comme quoi les impôts locaux représentent 50 milliards. Donc si vous retirez les 10 milliards des impôts de production, la réforme de la taxe d'habitation dont vous avez parlé, il va y avoir quand même des jeux de chaises musicales. Alors, c'est pas l'objet d'en parler, mais ça me permet de faire une transition et de demander à Bernard s'il est prêt pour défendre les intérêts des bailleurs sociaux, des collectivités ou des grandes entreprises. Oui, tout à fait. Merci Henri. Alors, concernant ce que vous avez annoncé sur la partie taxe foncière et les avis 2021, nous avons mis en place, nous avons mis à jour notre lecture automatique de documents. Vous fournissez des PDF sur votre site impôt.gouv. Eh bien, nous avons créé un outil qui permet d'aller lire les données qui figurent dedans, les ressortir et les mettre dans notre formulaire de gestion de taxes foncières pour vérifier les calculs, vérifier la cohérence des données. Donc il est à jour depuis début septembre, depuis que vous avez fourni les avis. Cet outil permet bien évidemment d'éviter aux contribuables qui ont une forte volumétrie tout ce qui est partie ressaisie, qui est chronophage et qui n'est pas forcément très agréable quand on a des dizaines ou des centaines d'avis. Donc plus de perte de temps et surtout on fiabilise l'information, puisque là c'est un lecteur qui va chercher l'information et il n'y a pas d'erreur de frappe, d'erreur de saisie, on s'est trompé de colonne. Donc on fiabilise la donnée également et pour le coup on mobilise beaucoup
beaucoup moins de ressources en interne également pour la saisie, puisque c'est un outil qui le fait de manière automatique. Également, dans OptiTax, il y a un parc immobilier où on a les adresses, on a les informations sur les sites, les sirènes, les sirens, etc. Pour le coup, évidemment, l'outil va faire un lien avec ce parc immobilier et rattacher les avis que vous fournissez au site qui figure dans le parc immobilier. Et du coup, on va pouvoir sortir pour le contribuable les incohérences, puisqu'il arrive des fois qu'ils reçoivent des avis, mais qui ne sont pas reconnus chez eux. Et à l'inverse, ils ont des fois des sites pour lesquels ils n'ont pas d'avis qui arrivent de votre part. Donc nous, on ressort ces incohérences pour qu'ils puissent prendre leur disposition derrière. Et dernièrement, sur ces avis d'imposition que vous nous transmettez, on mutualise aussi une certaine partie des données, c'est les taux d'imposition. Les taux d'imposition, on a des contribuables qui veulent ouvrir demain, qui veulent savoir quelle va être leur taxe foncière à un moment donné, s'ils ouvrent sur une commune d'à côté ou plus loin. Le fait de mutualiser ces données et l'offrir à nos utilisateurs, ça leur permet de faire du prévisionnel et d'anticiper un petit peu sur les taxes à venir. Donc voilà, c'est des informations importantes. Et sur la partie gérer mes biens immobiliers, alors vous avez présenté l'extraction. Donc ça, c'est très intéressant pour nous parce que pour le coup, les contribuables ont accès à cette donnée, mais c'est dommage de leur laisser dans un fichier CSV. Et bien là, on est en train de travailler sur une importation de ce fichier et les contribuables pourront importer dans OptiTax l'ensemble de ces données et venir compléter le fameux parc immobilier dont je parlais tout à l'heure pour avoir non seulement les adresses postales foncières, mais descendre jusqu'à l'invariant. Voilà. Donc voilà ce sur quoi nous avons travaillé, Henri, concernant OptiTax. Voilà. Néanmoins, ça reste un métier d'expert, la fiscalité locale. C'est pour cela en fait que Cegid accompagne ses utilisateurs, aussi bien lors du déploiement qu'à la formation, pour leur permettre d'utiliser au mieux l'application Cegid OptiTax. Et c'est pourquoi, surtout, Cegid a choisi Fiscalise comme partenaire pour accompagner nos clients. Eh bien, merci Bernard. Je t'en prie. Oui, comme on le voit sur ce slide, en fait, quand on parle de fiscalité locale, on a des interlocuteurs différents, grandes entreprises, ETI, bailleurs sociaux. Et en fait, le seul dénominateur commun qu'il y a entre toutes ces sociétés, c'est la volumétrie, le côté chronophage pour gérer les données, éventuellement les optimiser, déterminer des valeurs locatives foncières. Donc voilà, Fiscalise est là uniquement pour récupérer les données, les structurer, pour les faire passer dans les différents systèmes d'information entre leur gestion locative, leur comptabilité ou sur Cegid OptiTax. Par exemple, on a un robot qui va chercher les données dans tous les systèmes de telle manière qu'il n'y ait plus de perte de temps à aller cliquer sur Internet. Donc ça, on le fait un peu discrètement, mais ça nous permet d'avancer et de gagner du temps. Alors, moi je pense qu'on a moins de 9 minutes pour terminer ce webinaire. Donc, j'ai le sentiment que, en fait, vous êtes concurrentiel de Cegid OptiTax. En quoi vous vous différenciez ou, avant qu'on aborde tout de suite les questions, parce qu'il y a de nombreuses questions à l'écran, on va clôturer, quoi qu'il en soit, à 35 ou 40 au pire, et toutes les questions qui n'auront pas été, auxquelles on n'aura pas répondu, vont faire l'objet d'un mail à toutes les personnes qui sont intéressées, parce qu'il y a une myriade de questions, et qui plus est, comme je suis presbyte, je ne les vois pas à l'écran, donc je vais demander à Bernard de les regarder. Oui. Et par contre, voilà, en quoi vous vous différenciez entre impôt.gouv et Cegid OptiTax, quoi. Si quelqu'un veut prendre la parole. Je laisserai peut-être après Sonia rebondir, mais je crois que GMBI, enfin gérer mes biens immobiliers, c'est d'abord la transparence aussi. On ouvre les données qu'on a effectivement dans notre système d'information, on les expose vis-à-vis de l'usager. Donc c'est d'abord effectivement ça, la transparence. Et puis ensuite c'est aussi une offre hybride. On voit bien, c'est à la fois de la saisie en ligne des éléments, mais également la possibilité pour les grands opérateurs de pouvoir effectivement télécharger les données et puis de réintroduire et de réintégrer d'autres types de données au sein de notre système d'information. Donc c'est aussi ça, enfin, c'est l'échange, la transparence et l'échange. Je ne sais pas si Sonia, tu veux compléter. Non, mais t'as tout résumé. C'est vrai qu'on reproche parfois à l'administration d'avoir son pré carré.
Mais voilà, les technologies évoluent, nous aussi, et on peut maintenant faire des choses qu'on ne savait pas faire il y a quelques années. Donc on est engagé dans ce sens d'exposition. On a la publication des codes sources pour le calcul des avis de taxes foncières, taxes d'habitation. Donc ils sont remis à jour ou ils sont en cours d'être remis à jour. Donc voilà, comme dit François, on expose ce dont on dispose. Voilà, c'est une offre de service public dans notre temps, en fait. C'est-à-dire que du coup, effectivement, on répond aux besoins, on écoute les besoins et on répond à cette demande de transparence et d'offre de service public. Voilà, vous parliez de saisie. Vous ne serez plus obligé de ressaisir manuellement les avis de taxes foncières pour les intégrer. Là, vous pouvez lire les avis, PDF, etc. Et côté Cégide, nous, on y voit effectivement une opportunité pour renforcer les échanges de flux entre le contribuable et l'administration. Vous donnez de l'information, nous, on la récupère, on la matérialise un petit peu différemment, on laisse les contribuables compléter, régénérer le fichier que vous attendez pour le remonter chez vous. Voilà, plutôt que de saisir, voilà, on fera des exportations au format attendu par votre site pour remonter l'information. Voilà, Henri. Eh bien, merci. Moi, on va regarder la première question parce que donc, merci Claire d'avoir augmenté la police. Alors, comment s'articule la baisse des impôts de production et la valeur locative plancher ? Afin de comparer une VL plancher antérieure à 2021, faut-il appliquer la baisse des taux d'intérêt entrés en vigueur en 2021 ? Ça peut faire l'objet d'une réponse par mail. Juste très rapidement, parce que effectivement, la mesure technique qui a été adoptée l'année dernière, ça se traduit effectivement par une division par 2 des taux d'intérêt, et ces taux d'intérêt diffèrent en fonction de la date d'acquisition de l'immobilisation. Mais dans les faits, techniquement, ça se traduit dans tous les cas de figure par une division par 2 de la valeur locative. Donc qu'on soit sur une valeur locative plancher ou pas, techniquement, voilà, on divise par 2 la valeur locative, on ne se pose pas beaucoup de questions en fait. C'est très simple, division par 2 des VL, y compris pour les valeurs locatives plancher. Alors, autre question. Le tableau récapitulatif des avis de l'espace pro n'est pas correctement lisible en raison de son format. Est-ce que des exports en format Excel sont-ils prévus ? Alors, les exports sont en CSV. C'est le format. Alors, les éléments essentiels voilà. de l'avis. De l'avis. Après, sur le tableau, je ne crois pas que ce soit envisagé à ce stade. Non, voilà, c'est ça. Voilà, là, on en est à l'étape de mettre à disposition tous les avis pour les professionnels dématérialisés. C'est vrai qu'à ce stade, ils sont encore en PDF et dans une étape ultérieure, mais on ne peut pas vous donner de calendrier ce matin. Tout à fait. Alors, je vais me permettre d'approfondir un petit peu la question. C'est vrai que quand on a affaire à des propriétaires qui possèdent une multitude d'entreprises, elles ont chacune un compte en plus fiscal, donc elles doivent se déconnecter, se connecter, récupérer les avis, etc. C'est vrai que c'est mieux que le papier, on est bien d'accord, hein, mais il y a encore un petit peu de simplicité peut-être à trouver. Et également, quand on a affaire à des contribuables qui ont des milliers d'avis, s'il y avait une extraction ou la possibilité de sortir tous les PDF d'un coup, je pense que ça simplifierait grandement l'utilisation. Oui, alors après, il y a un sujet aussi d'authentification, puisqu'on est sur un espace sécurisé. Bien sûr. Donc effectivement, il y a des choix aussi qui ont été faits en termes de sécurité pour que tout le monde ne voit pas les biens de tout le monde. Dans les espaces professionnels, il y a souvent des délégations qui sont données pour avoir une gestion un peu plus centralisée. Mais effectivement, c'est un choix de sécurité pour ne pas donner accès et pouvoir maîtriser qui a accès à ces données. Bien sûr. Et puis de bande passante, télécharger des centaines... Mais alors, j'ai une troisième question purement financière, donc qui intéresse tout le monde. Ça va être plutôt Comment estimer si ces révisions de valeur locative foncière vont être à la hausse ou à la baisse par rapport à l'existant ? Est-ce que vous avez déjà fait des études d'impact eu égard à ces réformes ?
Alors, que ce soit sur les locaux professionnels, là, on actualise effectivement les paramètres collectifs, donc il pourrait y avoir des impacts effectivement sur les cotisations individuelles. Et sur les locaux d'habitation également, là nécessairement, il y aura aussi des impacts sur les cotisations individuelles. Mais l'idée, c'est d'avoir, comme pour les locaux professionnels, des dispositifs de neutralisation, en tout cas de ce qu'on appelle des dispositifs de planchonnement qui permettent de planchonner effectivement la base d'imposition et de lisser les cotisations, les hausses de cotisations ou les baisses de cotisations dans le temps. Donc tout l'objectif sur les locaux d'habitation, c'est effectivement de faire ces simulations en 2023-2024 pour pouvoir en tirer les conséquences sur la mise en œuvre éventuelle de mécanismes atténuateurs. En fait, c'est un procédé qui ressemble quand même beaucoup à la réforme de la taxe foncière commerciale des locaux professionnels, oui, finalement. C'est exactement sur les mêmes principes que la réforme sur la révision de la valeur locative des locaux d'habitation sera mise en œuvre. Donc, c'est-à-dire que tous les propriétaires aujourd'hui qui ont vécu déjà cette partie-là, qui possèdent aussi des biens immobiliers d'habitation, finalement, ils vont s'y retrouver, ça devrait être assez simple. La vraie différence, c'est pour les bailleurs sociaux, essentiellement, qui ont une forte volumétrie de biens et pour lesquels ils n'ont pas été confrontés, ou très peu, à cette réforme. Oui, tout à fait. Question suivante, on va parler encore du coefficient, c'est qu'en est-il de la fin du coefficient de neutralisation ? Là, c'est également lié effectivement à la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation. Tant que cette révision-là ne rentre pas en vigueur, le coefficient de neutralisation sera maintenu. L'idée du coefficient de neutralisation, c'est que les bases d'imposition, que la révision des valeurs locatives des locaux professionnels n'ait pas d'impact sur les bases d'imposition des locaux d'habitation. C'est pour ça qu'il y a ce coefficient qui vient neutraliser les éventuelles hausses ou baisses des bases d'imposition. Merci. La prochaine question, on va la zapper parce qu'elle concerne des biens industriels et on répondra par mail. En revanche, est-ce que le contribuable pourra avoir accès aux relevés et propriétés et fiches d'évaluation foncière par invariant sur le service Gérer mes biens immobiliers ? Alors, aujourd'hui, la réponse est non. Mais demain ou après-demain, oui. Voilà, parce que là, on a présenté ce qui est vraiment effectif, acté, donc toutes nos nouvelles obligations déclaratives qui se mettent en place, et puis la dématérialisation des déclarations foncières. Mais oui, on souhaite mettre à disposition toutes ces fiches à terme. Alors, je ne m'engagerai pas sur un calendrier. Je ne sais pas si Anne-Laure ou François le feront, mais oui, on va le faire. Mais dans cette première extraction que vous mettez déjà en place, il ne manque pas beaucoup d'informations, finalement. Alors oui, mais non. Parce que c'est vrai que, je vais le prendre comme un compliment, ça vous paraît très très simple, mais vous savez en tant qu'expert que derrière, oui, c'est quand même une très grosse machinerie. Et voilà, on leur parlait de choix. On a fait le choix de ne pas prioriser cet aspect-là, mais promis, c'est déjà... On l'a mis sur nos post-it. Voilà. Mais avant, il y avait plusieurs serveurs par région. Maintenant, vous en avez un au niveau national, avec toutes les données, parce que c'était très, très régional, autrefois, avant la patente, pour ceux qui ont connu la patente. Derrière, c'est effectivement toutes les fondations qu'il a d'abord fallu effectivement construire avant de pouvoir ouvrir ce service-là. Et donc tout repose aussi sur ce qu'on appelle le référentiel des locaux, qui est effectivement une base nationale. Il y a encore une question qui est arrivée. Comment consulter ces biens immobiliers en ligne lorsqu'on ne reçoit pas d'avis de taxe foncière parce que les locaux sont exonérés et qu'on n'a donc pas d'identifiant? Bonne question. Ouais. On peut répondre par... OK. On prend la question. Pas la suivante, celle d'après. On a déjà répondu au modèle IL. Alors, vous indiquez que la liquidation des taxes d'urbanisme seront concernées par la dématérialisation en 2022. De quelle taxe d'urbanisme s'agit-il exactement? Je crois que vous avez déjà répondu, monsieur. Taxe d'aménagement et redevance d'archéologie préventive pour ce qu'on appelle la part logement. Parce qu'il y a également ce qu'on appelle la part culture, mais je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail. Est-ce qu'on peut s'engager, sachant qu'il est 11h33 et peut-être que certains, c'est que nous, on avait préparé pas mal de questions, et il y en a pas mal qui sont arrivées sur le chat, qu'on vous les envoie avant la fin de la semaine pour que vous puissiez éventuellement, si vous avez le temps, parce que je sais que vous avez d'autres obligations,
pour qu'on puisse y répondre par écrit sous 15 jours. Comme ça nous permet de libérer tous ceux qui le souhaitent et surtout de vous remercier. Parce que vous avez fait un effort surhumain pour venir expliquer une réforme que personne ne comprend. Donc je remercie les experts. Oui. Tout pareil, hein, nous renouvelons pour Cégide, nous renouvelons nos remerciements à chacun de vos différents services, parce qu'aujourd'hui vous en représentez 2, mais en fait tout au long de l'année, on est amené à contacter vos collègues, que ce soit pour la TASCOM, la CFE, la TABIF ou autre, et vous êtes toujours à notre écoute et présent pour répondre à nos questions, à nos nombreuses questions. Donc merci. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Au revoir.